Bonjour à toutes et à tous. Demain, cela fera 10 jours que l'histoire s'est accélérée pour le pire au Proche-Orient avec les attaques du Hamas sur le territoire israélien. Des attaques qui ont fait plus de 1400 morts, dont une grande proportion de civils. Depuis, la plongée dans l'horreur ne fait plus aucun doute. Humilié, l'exécutif Netanyahou reporte le moment de la reddition des comptes en menant une expédition punitive massive à Gaza avec les conséquences que l'on sait. Catastrophe humanitaire, morts à profusion de civils, en particulier d'enfants, 2670 Palestiniens tués, dont plus de 700 enfants et près de 10 000 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Les images qui nous viennent de cette bande de terre qualifiée de prison à ciel ouvert sont insoutenables et elles rendent nos postures à nous, qui sommes loin du théâtre du conflit, passablement indécentes quelquefois. Quelle est la situation sur le terrain au moment où nous tournons? Jusqu'où ira le déploiement de l'horreur dans le concert des nations? Qui osera porter la voix de l'apaisement? La position de la France est-elle en rupture avec sa ligne directrice historique? Pourquoi le risque d'embrasement régional, voire de cristallisation des grands affrontements mondiaux déjà existants autour de cette question, avec en gros l'Occident contre le reste du monde, est-il réel? Pour répondre à ces questions, nous avons convié deux bons connaisseurs du sujet. Paul Hellec, chroniqueur aux médias, qui a vécu 2 ans à Palestine, et Taoufik Tahani, universitaire, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Bonjour Paul, bonjour Taoufik. Bonsoir. Bonsoir. Avant de lancer notre discussion, je voudrais joindre par visioconférence un Français ordinaire, on va dire, Jocelyn, dont la belle famille est prise dans le piège de Gaza et qui a un message pour nos gouvernants. Bonsoir Jocelyn. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, vous nous avez contacté parce que votre belle famille est piégée à Gaza. Vous vouliez nous raconter le quotidien de vos proches et aussi vous vouliez faire parvenir un message à l'exécutif français. Oui, absolument. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je suis français, j'ai 31 ans. Ma femme est palestinienne, donc de Gaza, et toute sa famille est gazaoui et donc est plongée dans l'horreur, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, depuis maintenant 10 jours. Les contacts sont très faibles hein, avec sa famille, donc ses deux parents, son petit frère, ses nièces, des oncles, des tantes. On a à peine de la 2G sur place, parfois des appels internationaux qui passent, mais on est sur des choses très sporadiques, je dirais. Donc en termes de contact, c'est difficile d'avoir des news, des nouvelles régulières. Et effectivement, l'appel que j'ai lancé un peu par volonté de faire quelque chose à mon niveau et pas, je dirais pas par désespoir, mais en tout cas oui par dernier souffle au vu de la situation catastrophique, c'était de voir dans quelle mesure, alors en fonction avec les acteurs régionaux, un cessez-le-feu pourrait être possible, puisqu'on voit que des centaines de morts civils côté gazaoui continuent d'arriver chaque jour. Et effectivement, vous l'avez rappelé, on a un siège là depuis maintenant 9 jours de la bande de Gaza par Israël, avec une coupure d'eau, d'électricité, d'arrivée de vivres. Et donc, on est sur une situation en plus humanitaire où Gaza n'a même plus d'eau, et donc les Gazaouis qui ne sont pas morts par les bombardements ne peuvent même plus boire. Donc, un corridor humanitaire serait plus que nécessaire par nos démocraties occidentales et par l'Europe via, je pense, l'Égypte, le Sinaï. On pensait que ce matin, ça aurait pu être le cas avec peut-être une ouverture via le poste frontière de Rafah. Il semblerait que ce n'est pas encore le cas, ou en tout cas que les discussions soient encore en cours. Donc, malheureusement, voilà, on est dans l'attente de tous ces éléments. Et quel est votre message pour Emmanuel Macron, pour Elisabeth Borne, pour l'exécutif français, pour l'Europe? Qu'est-ce que vous voulez dire ou bien qu'est-ce que votre belle famille aurait envie de leur dire? Oui, bah, pour effectivement le président Emmanuel Macron, l'exécutif, et puis également la ministre Colonna, hein, qui est dans la région là depuis quelques jours. C'est évidemment de ne pas confondre les 2,3 millions d'habitants de Gaza avec potentiellement les terroristes effectivement du Hamas. On ne peut pas faire une comparaison, on ne peut pas les assimiler à une population civile, à des actes qui sont effectivement atroces. Et on ne peut pas non plus, dans tous les terrains de guerre, il y a quand même des règles, il y a le droit international, le droit humanitaire qui doit être respecté. La guerre, c'est effectivement horrible, mais même l'ONU l'a rappelé dernièrement.
il y a des règles et il y a des frontières à ne pas dépasser. Et depuis quelques jours et chaque heure qui passe, il y a des frontières qui sont quand même dépassées avec un pas en plus dans l'horreur. Donc mon message, moi en tant que Français, c'est de se dire, avec nos valeurs humanistes qu'on aime à rappeler régulièrement, et, en tant qu'Europe démocratique, France démocratique, porteur de normalement ces valeurs-là, on ne peut pas laisser mourir les Gazaouis. C'est impossible, on doit faire quelque chose, notamment par un corridor humanitaire et ou aussi potentiellement avec des Gazaouis qui sont pris au piège et qui souhaiteraient peut-être quitter la bande de Gaza pour ceux qui peuvent. Et pour ceux qui ne peuvent pas, il faut penser collectif, il y a aussi des besoins en termes d'hôpitaux, d'eau qui manque, d'électricité, donc il y a vraiment un besoin d'un corridor humanitaire et d'un cessez-le-feu dans certaines zones sécurisées pour que ce corridor humanitaire advienne. Il y a une pétition qui peut être signée pour appuyer Ouais. ces revendications? Oui, tout à fait. J'ai lancé une pétition. Alors, effectivement, je l'ai personnalisée avec ma belle famille pour incarner le propos. Et donc, il y a cet équilibre à trouver entre. Moi, je parle de ma belle famille, donc de mes beaux-parents, des gens que je connais, des 5 ou 6 personnes que j'appelle à sauver, dans ma pétition. Mais il y a l'équilibre à trouver avec le collectif et donc les 2,3 millions de Palestiniens et de Gazaouis dont je parlais à l'instant. Effectivement, donc, cette pétition que j'ai lancée. Avec voilà, ces axes que je viens de vous rappeler sur cessez-le-feu potentiel, en tout cas dans certaines zones, corridor humanitaire, et puis essayer de voir comment est-ce que des Gazaouis pourraient aussi malheureusement quitter la bande de Gaza, si c'est leur souhait, évidemment, et s'ils le peuvent, pour se mettre à l'abri de cette situation dramatique. C'est sur change.org, c'est ça? Oui, change.org, exactement, effectivement. C'est sauver ma famille à Gaza. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci à vous, bonne soirée. Bon, donc je reviens vers vous, Paul Hellec et Taoufik Tahani. Le centre d'attention de la guerre asymétrique qui se joue aujourd'hui entre les groupes armés palestiniens, plus précisément le Hamas et bien les autres aussi, et l'État d'Israël est passé assez vite du sud israélien à Gaza, plus précisément au sud de Gaza, au nord de Gaza. Au nord de Gaza, cible d'une contre-offensive israélienne qui a commencé dans les airs et est déjà extrêmement meurtrière et qui va se poursuivre incessamment sur terre. Déjà, la situation humanitaire est catastrophique et les images d'apocalypse, de morts, de familles en larmes font le tour du monde. Je voudrais qu'on regarde un extrait d'une interview assez parlante de Jean-François Corti, vice-président de l'ONG Médecins du Monde. Nous sommes en lien avec les équipes de Médecins du Monde, c'est une vingtaine de personnes et ils nous témoignent d'une situation qui est effroyable. On parle d'environ 2000 morts et de 7-8 000 blessés dans un contexte où les hôpitaux ne peuvent pratiquement plus travailler. Il n'y a plus d'électricité, le fioul commence à manquer pour les groupes électrogènes. Les stocks de médicaments s'amenuisent, l'accès à l'eau et à la nourriture est rendu très très difficile. Donc ça veut dire que ces blessés, pour la plupart, vont mourir dans les jours qui viennent. Donc on est dans un contexte catastrophique. On fait de la médecine de guerre, du tri de malades. On prend les malades qui pourront être sauvés avec un geste simple. Il y a un nombre conséquent de victimes aujourd'hui. Concrètement, à ce à quoi on est témoin, c'est un massacre massif, délibéré de civils pour l'instant sur ce territoire. Taoufik Tahani, je suppose que vous avez des nouvelles fraîches de Gaza et que vous confirmez les propos de Jocelyn et du vice-président de Médecins du Monde sur le caractère catastrophique de la situation humanitaire. Oui, c'est-à-dire, il y a même l'ONU qui le dit. L'ONU, elle parle maintenant, elle commence à parler de risque de nettoyage ethnique. Mais il y a d'autres ONG qui commencent à parler de symptômes de génocide. Il y a la préparation d'un génocide. Le mot est quand même fort. Le mot, il est très fort. Mais quand il y a on ajoute au blocus, on ajoute le siège. Le siège, c'est-à-dire, on ne laisse pas ni eau, ni l'électricité, ni le fioul, ni la nourriture entrer à Gaza. C'est affamer la population qui est déjà sous les bombes, qui est déjà dans des conditions extrêmement atroces. Et Gaza, de toute façon, n'a pas fini d'être reconstruite après les plusieurs guerres qu'on a connues jusqu'à maintenant. Il y a une volonté génocidaire. Et ça, c'est la Fédération internationale, par exemple, des droits de l'homme. Elle parle de cette intention génocidaire dans leur communiqué. La Fédération internationale des droits de l'homme, nous savons qu'elle compte
parmi ses membres au moins 8 organisations de ce territoire, c'est-à-dire 4 Palestiniennes et 4 Israéliennes. Et elles sont toutes d'accord avec l'utilisation de ce mot. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Regardez, par exemple, il parle de bombardements, de choses atroces dans une superficie de 50 km². C'est à peu près 10 sur 10 km de largeur sur 50 kilomètres. Et ils ont déversé, ça c'est les statistiques, c'est-à-dire ce qui a été fourni par l'armée israélienne, ils ont déversé 6000 tonnes de bombes en 8 jours. 6000 tonnes de bombes en 8 jours, c'est l'équivalent de ce que les États-Unis ont largué sur l'Afghanistan, qui est un territoire qui est très vaste, pendant une année. Donc oui, la situation, elle est inédite. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de bombes depuis la Seconde Guerre mondiale, larguées sur un territoire, un petit territoire, que ce qui se fait maintenant actuellement à Gaza et sur Gaza. Alors Paul, on a beaucoup parlé de la sommation israélienne, si on peut dire, qui enjoint aux civils qui sont dans le nord de Gaza de se déplacer vers le sud. De fait, 1 million de personnes se sont déplacées, contraintes et forcées, en une semaine, selon l'Agence des Nations Unies chargée des réfugiés palestiniens. Selon le chef de cette agence, le siège de Gaza, tel qu'il est imposé, n'est rien d'autre qu'une punition collective. Martin Griffiths, chef de l'humanitaire de l'ONU, a renchéri en écrivant sur son compte X, ex-Twitter, et je le cite, le spectre de la mort plane sur Gaza, sans eau, sans électricité, sans nourriture et sans médicaments, des milliers de personnes mourront. Ces mises en garde ne semblent pas émouvoir à Tel Aviv. Les images de convois de personnes en train de se déplacer sous l'injonction du pouvoir israélien bombardé, comme le voit là, traduisent également la situation inextricable des Gazaouis. Alors, jusqu'où on va s'enfoncer dans l'horreur et finalement, quel est le but de guerre de Benjamin Netanyahou? Très difficile de dire jusqu'où dans l'horreur on va s'enfoncer. On vient de le dire. Il y a sans doute, c'est ce que dit la presse locale, encore peut-être au moins 1000 personnes qui sont sous les décombres, c'est-à-dire que le compte des personnes qui sont en train d'être décimées par l'armée israélienne risque d'exploser de façon extrêmement forte. En tout cas, on va avoir de plus en plus de disparus, puisqu'il y a des gens qui sont sous les décombres encore. Effectivement, il n'y a pas d'aide humanitaire. Le ministre des Affaires étrangères égyptien, cet après-midi, Sahem Choukri, il a annoncé qu'il y avait eu un refus de l'État d'Israël d'apporter l'aide humanitaire. Vous avez des associations sur place qui expliquent également que les gens ont commencé à boire de l'eau insalubre, parce que l'eau, vous ne pouvez pas en manquer. Au bout de 48 heures, vous êtes déjà en grand danger. Donc, où est-ce que va aller l'horreur? Je ne sais pas. Je pense que la construction longue de l'impunité israélienne nous amène à ce tournant-là. Est-ce que la communauté internationale va trouver in extremis un minimum de solutions pour pouvoir extraire un maximum de population civile de la bande de Gaza? Mais encore, faudrait-il que les Palestiniens veuillent? C'est ce qu'on disait. Bien sûr qu'un million de personnes se sont déplacées au sud de Wadi Raza parce que vous fuyez les bombes, mais les Palestiniens sont très attachés à leur terre. Ils ont un attachement immense parce que tous les Palestiniens connaissent des gens qui sont des réfugiés, qui sont des gens qui sont partis, qui sont du fait du nettoyage ethnique qui n'a pas commencé il y a 9 jours, mais qui est constant dans la politique de l'État colonial israélien, ont dû partir, quitter leur terre et ne jamais pouvoir revenir, avec un droit au retour qui est un droit reconnu par la communauté internationale, qui n'a jamais connu une once d'avancement en termes de reconnaissance de leurs droits. Donc jusqu'où on peut aller dans l'horreur, je ne sais pas. Moi, je suis terrifié. Je suis terrifié parce que on avait l'habitude d'un soutien occidental à l'État d'Israël, mais là, le soutien est profondément criminel parce que ce blocus et ce siège, l'organisation délibérée de la mort de populations civiles par l'obstruction aux droits humanitaires et par les bombardements de populations de façon indiscriminée, parce qu'un bombardement, c'est de toute manière indiscriminé. Il n'y a pas de frappe chirurgicale, ça c'est une invention de la propagande de guerre américaine notamment. Donc, je suis terrible parce que c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre et aujourd'hui, le monde occidental est en train de soutenir des crimes de guerre, comme si la réponse à des crimes de guerre était la crime de guerre. Que voulez-vous qu'il arrive dans un cycle de violence? Que voulez-vous qu'il arrive à ces familles qui vont perdre des proches, qui ont perdu déjà des proches, qui vivent dans une situation invivable? Gaza, c'est l'enfer pour beaucoup d'entre eux. Et pas
uniquement parce qu'ils vivent dans une enclave fermée, mais parce qu'en plus, la répétition des actes guerriers et la répétition des bombardements est régulière, constante. Il y a des gens qui sont traumatisés. Il faut regarder comment les organisations sur place, qui travaillent avec des enfants, expliquent comment le moindre passage d'un avion, le bruit d'un avion terrorise les enfants. Donc, moi, je ne veux pas faire dans le pathos, mais je ne vois pas de fin à l'horreur aujourd'hui parce que nous avons donné, nous, le monde occidental, et particulièrement la France dans ses dernières déclarations, un mandat, un blanc-seing, un chèque en blanc pour que Israël décide de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire exterminer soi-disant le Hamas, mais en vérité, en finir avec l'enclave gazaoui telle qu'on l'a connue. Parce que pourquoi le Nord ? Parce que Nord, c'est là où il y a la ville de Gaza. Ensuite, la bande de Gaza est donnée pour le nom de la ville de Gaza, mais ensuite, c'est d'autres localités, beaucoup de camps de réfugiés d'ailleurs, parce qu'une grande partie des personnes qui se trouvent à Gaza sont aussi des réfugiés des différentes guerres israélo-arabes. Donc, il n'y a pas de réponse, mais la situation est absolument dramatique. Il n'y a pas de cran. Là, on parle juste de gens qui décèdent toutes les minutes. Donc, quel cran à l'horreur, je pense qu'on ne peut pas en mettre. Alors, on dénombre également des journalistes morts, 7 en Palestine, un journaliste de Reuters mort au sud Liban et 7 blessés selon des comptes de Merwan Mehadji, journaliste au Parisien, un des comptes plus récents et encore plus alarmant en termes de nombre de journalistes tués. Absolument. Moi, j'ai vu dans la presse palestinienne indépendante, qui n'est pas produite par une faction, 11. Maintenant, c'est 11. Et on apprend au moment où nous tournons qu'il y a une nouvelle frappe. Il y a eu une nouvelle frappe vers le point de passage avec l'Égypte à Gaza. Taoufik. Alors finalement, on ne comprend pas. Je parlais de but de guerre, mais d'une certaine manière, on pouvait penser que l'État d'Israël, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, voulait faire fuir les Gazaouis vers l'Égypte, mais le point de passage avec l'Égypte a été frappé. Oui, comme disait Paul tout à l'heure, on ne connaît pas réellement les intentions du gouvernement israélien. Il y a un mélange de vengeance. La vengeance, c'est ce qui a été décrété au début des frappes, de façon sans aucun discernement. C'est-à-dire, on bombardait des zones d'habitation où ils n'avaient aucune idée de la présence de bases du Hamas ou que ce soit. C'était pour faire du mal, pour massacrer le maximum de population. Puis après, on leur demande de partir, de quitter le nord. Quitter le nord vers le sud, comme je disais tout à l'heure, c'est 50 km². Pour 2 300 000 personnes, c'est très peu. C'est-à-dire on va les mettre sur la moitié, sur 25 km². On va les cantonner là-bas, mais en espérant, en essayant qu'ils partent vers l'Égypte. Mais ça, il y a un projet israélien qui date depuis très longtemps, que les Israéliens n'ont jamais oublié. Ils pensent peut-être que c'est maintenant le moment de le mettre en application. C'est déloger, transférer la population palestinienne de Gaza vers le Sinaï, leur donner un petit bout de là-bas dans la Sinaï, et puis libérer Gaza. Et puis Gaza, elle deviendra une terre sans peuple, comme il le disait déjà pour les autres endroits. Imaginez, par exemple, quand on parle maintenant de déloger les Palestiniens de Gaza, du nord de Gaza. Paul, tout à l'heure, il parlait de la plus grande ville de la bande de Gaza, c'est Gaza. C'est Gaza même, c'est la ville de Gaza. Donc, si on vide Gaza, où est-ce qu'ils vont partir, ces gens-là? C'est-à-dire, où est-ce qu'ils vont être logés? Premièrement. Secondo, qu'est-ce qu'il y a aussi dans le nord de Gaza? Il y a par exemple le plus grand hôpital, l'hôpital Al-Shifa. 6000 patients sont là-bas maintenant, avec des gens qui sont réfugiés là-bas sur place. Comment transférer 6000 personnes? Et ça, c'est un crime de guerre qui est attesté par l'ONU. C'est quelque chose mais qui ne fait pas bouger la communauté internationale. On voit que la communauté internationale, elle est vraiment extrêmement silencieuse sur ces choses, sur ce qui est qualifié par le droit international comme étant un crime de guerre. Paul, est-ce que finalement, ce n'est pas le fameux droit d'Israël de se défendre dont nos diplomaties ont beaucoup parlé, qui est mis en pratique ici avec le cynisme le plus total? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de droit absolu de se défendre. J'entends de plus en plus ces mots qui veulent maximaliser l'expression, mais il y a toujours des limites au droit. Par exemple, l'abus du droit. Dans les débats juridiques, il y a toujours des limites. Il n'existe aucun droit absolu. Et en fait, quand on explique le droit absolu d'Israël à se défendre, c'est encore une fois la construction de son impunité. Vous avez un État qui a violé plus d'une centaine de résolutions de l'ONU depuis sa création et sa déclaration d'indépendance en 1948.
Vous avez un État qui a systématiquement utilisé des armes de guerre. Vous avez plusieurs reconnaissances du fait qu'ils ont utilisé des armes chimiques. Justement, est-ce que vous avez entendu parler de ces accusations assez graves d'utilisation de phosphore blanc? Bon, écoutez, peut-être qu'elles ne sont pas encore étayées. Amnesty International et Human Rights Watch l'ont attesté. Voilà. Et puis, on sait que c'est dans l'arsenal de l'armée israélienne, puisque en 2009, ça a été prouvé, ils l'ont utilisé. Le phosphore blanc, c'est un agent incendiaire qui peut être utilisé pour plein de techniques militaires différentes. Mais si vous voulez, il est souvent utilisé dans un usage détourné. Quand ça arrive, ça vous brûle la peau à plus de 815 degrés Celsius et ça ronge jusqu'aux os. C'est de ça dont on parle quand on parle d'utilisation d'armes chimiques. On a eu des exemples tristes et célèbres dans l'histoire de l'utilisation d'armes chimiques similaires, par exemple sur la population kurde en Irak, de la part d'un régime qui était peu recommandable, puisqu'il s'agissait de celui de Saddam Hussein. Bon, il y a encore une fois des crimes de guerre partout. Le convoi qu'on a vu se faire bombarder, les sources médiatiques locales disent qu'on a confirmation qu'au moins 70 personnes sont mortes lorsqu'elles quittaient la zone d'évacuation. Deuxièmement, sur cette question d'expulsion vers l'Égypte ou vers le Sinaï, je rappelle que ça a toujours été un grand mythe assez raciste de la part des gouvernements israéliens successifs de trouver une solution avec d'autres pays arabes. À l'époque, pendant les négociations et discussions avec la gauche travailliste israélienne, on parlait de solution jordanienne, par exemple, pour la Cisjordanie. C'est-à-dire l'idée que finalement ce sont des Arabes, que les Palestiniens n'existent pas, comme l'expliquait par exemple la ministre Golda Meir, et que du coup, ils peuvent prendre la population palestinienne et faire disparaître enfin cette identité nationale palestinienne. Donc voilà, je pense que oui, il y a de l'intentionnalité de se venger. On peut comprendre normalement, après l'effroi des massacres, qu'il y ait des réactions épidermiques, mais on ne peut pas accepter que des réactions en mots extrémistes deviennent des politiques. Et on a créé les conditions politiques pour un massacre, et donc on assiste à ce massacre, et c'est absolument affolant. Je rappellerai juste une dernière chose, c'est qu'on parle beaucoup de Gaza, mais il y a eu 58 morts depuis le début en Cisjordanie, dans les territoires occupés de Cisjordanie, dont 34 seulement le vendredi, parce que le vendredi 13 octobre, après Salat Jumu'ah, la prière du vendredi, il est de coutume en Palestine d'avoir des manifestations, des temps forts, et il y a eu des affrontements extrêmement violents parce que je vous rappelle que la Cisjordanie est bouclée. Les gens qui sont dans les villages à côté des grandes agglomérations n'ont pas l'autorisation de se déplacer. Enfin, vous avez vraiment une restriction de mouvement qui est déjà très présente au quotidien, mais là qui est vraiment à son paroxysme. Et la Cisjordanie est bouclée. Il y a eu des affrontements meurtriers. Donc la situation est dramatique à tout point de vue. Et la confrontation ne se fait pas uniquement sur la bande de Gaza. Un des journalistes libanais qui a été tué sur le sol libanais. Il y a eu des frappes faites en Syrie parce que Israël, dans sa loi fondamentale et dans sa déclaration d'indépendance, n'a pas fixé de frontières et que toutes ces frontières avec les pays limitrophes sont contestées. Que déjà, les confrontations se font sur le territoire tout autour. Bref, la situation est catastrophique et les allers-retours des diplomates occidentaux et européens ont peut-être permis qu'on décale d'un petit peu l'intervention terrestre de l'armée de Tsahal dans la bande de Gaza, mais pour l'instant, tout temps qui passe est un échec pour le peuple gazaoui et pour la communauté internationale et pour tous ceux et celles qui veulent véritablement un engagement et une solution qui est basée sur la paix et l'égalité entre les Palestiniens et les Israéliens. En tout cas, cette logique totale, de guerre totale, en fait, elle touche également en Israël même parce que le ministre des Communications israélien veut une loi permettant d'ordonner à la police d'arrêter des citoyens, de les expulser de leur maison ou de saisir leurs biens s'ils publient des contenus considérés comme nuisant au moral national. C'est aller au bout de la logique d'embrigadement d'une société aussi, là. Ils ont mis ça déjà en application depuis le début depuis les 8 jours de bombardement. Et quand ils arrêtent des Palestiniens, ils leur confisquent d'abord leur téléphone. Et puis, ils ne leur rendent pas leur téléphone. Ils les fouillent. Et puis, dès qu'ils trouvent une photo ou un message qu'ils ont reçu, par exemple, qui parle de l'horreur des Israéliens, ils sont mis en détention administrative ou en détention en emprisonnement, puis jugés et puis emprisonnés. Mais ça, c'est vraiment, par rapport à ce qui se passe, je dirais peut-être, c'est presque un détail. Parce que nous assistons à une entreprise de déshumanisation de la population palestinienne sans précédent, et à laquelle le monde occidental, les médias occidentaux, elles participent d'une façon effroyable. C'est effrayant, effectivement. Je donne un exemple. Par exemple, quand on parle de ce qui se passe à Gaza, on entend souvent
sur des médias mainstream français, c'est pas la peine que je cite leur nom, mais pratiquement tous, c'est l'opération inéluctable et nécessaire. L'opération terrestre inéluctable et nécessaire. Non, il n'y a pas d'opération qui est nécessaire et inéluctable, surtout dans le cas de la population de Gaza qui est complètement démunie et puis elle vit vraiment un calvaire incroyable. On ajoute à ça le fait que on passe, par exemple, des gens, des intellectuels comme Enthoven et tout, etc., Raphaël Enthoven, qui nous expliquait l'autre fois comme quoi, non, il ne faut pas mettre un mort palestinien, un enfant mort palestinien sur le même rang qu'un enfant israélien qui a été tué par le Hamas. C'est-à-dire il y a une hiérarchisation des vies qui est également extrêmement inquiétante. Et on parle, on prépare les gens, en fait, ils nous préparent à accepter ce génocide dont je parlais, ou au moins cette épuration ethnique qui a été dite également par l'ONU. Imaginez, par exemple, tout à l'heure, et d'ailleurs je l'ai posté et je l'ai tweeté tout à l'heure, c'est un soldat israélien qui est interviewé par une journaliste de CNN. Et puis, elle lui parle de la guerre que mène Israël contre le Hamas. Puis il a dit, excusez-moi, je vais vous corriger. Ce n'est pas qu'une guerre qu'on mène uniquement contre le Hamas, mais contre les civils également. Ça c'est pas pour dire qu'on fait du mal, mais c'est pour justifier le fait qu'on va tuer des civils. Mais ces mêmes civils qui ont été qualifiés d'animaux humains par le ministre israélien de la Défense. Quand on parle de ces choses-là sur de grandes chaînes ou de grandes radios, mais sans vraiment les commenter, sans se soucier le moindre moment de la dangerosité de ces termes qui sont extrêmement violents, ça veut dire qu'il nous prépare justement à cette offensive qui va être meurtrière, qui va être c'est déjà très meurtrier parce que les chiffres que vous avez cités au début sur les 2600 ou 2700 morts, dont 700 enfants et tout, etc., ça c'est les chiffres provisoires. Les mêmes sources des ministères de la Santé et puis des secouristes palestiniens à Gaza, ils te disent qu'il y a des milliers de gens qui sont sous les décombres et on n'arrive plus, on n'a plus les moyens d'aller les chercher, on n'a plus d'essence de fuel pour faire fonctionner les bulldozers pour essayer de dégager. C'est-à-dire que, et on a les images qui les accompagnent, c'est pas simplement des prises de parole comme ça dans le vide, il y a des choses qui se font, et en France, ceci s'accompagne avec quelque chose qui est également effrayant, c'est l'interdiction de toutes les manifestations de solidarité avec la Palestine. Imaginez par exemple, dans le monde entier, y compris en Israël, on peut manifester contre la guerre. Aux États-Unis, il y a eu des manifestations monstres. À Londres, on a eu une très très grande manifestation. Les Allemands qui au début interdisaient les manifestations, ils les acceptaient. Il n'y a qu'en France où on interdit les manifestations et on a un ministre de la Justice, un menteur, Dupond-Moretti, qui a dit que l'autre fois à République, il y avait des gens qui criaient « mort aux Juifs, les Juifs assassins ». Personne n'a entendu personne n'a entendu ceci. Et je dirais même pire, il y avait plus de forces de l'ordre que de manifestants, parce que la manifestation a été interdite. Pourquoi il ne les a pas arrêtés s'il y avait des gens qui criaient ça? Parce que ça il faut les arrêter, les punir. Pourquoi ils ne les ont pas punis? C'est un délit, hein. Pourquoi ils ne nous ont même pas fait écouter un enregistrement qui dit ça? Il n'existe pas. Alors que les morts au Gazaoui, et puis morts à la France insoumise, etc., ont été entendus à la manifestation qui a été organisée par le CRIF. Et ça ont été actés par des journalistes, dont un journaliste de Libération. Donc c'est ça le deux poids deux mesures que nous vivons ici, qui est vraiment étouffant. Je pense que fait, sur cette question de la répression, en fait, de l'information, quand vous êtes un soutien à une injustice terrible,
et que vous le savez très bien, la répression est une option. Et je rappellerai que le sort du peuple palestinien est une injustice qui défigure le monde depuis plus de 75 ans. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'à Amman, à Bagdad, au Danemark, aux États-Unis, dans tous les pays, vous avez des manifestations monstres de soutien. Et ce ne sont pas des manifestations de soutien à des crimes de guerre qu'a commis le Hamas. Ce sont des manifestations spontanées, et on ne peut pas enlever la spontanéité des peuples qui soutiennent la lutte d'un peuple contre son oppression. Et donc la répression, et puis ensuite deux autres techniques, aujourd'hui qu'on a vues. Il y a les fanatiques qui assument leurs propos et qui ont des intentions génocidaires. En tout cas, au niveau des intentions, c'est très clair. Quand vous dites on va les massacrer jusqu'au dernier, quand vous avez des gens, des soldats, des gradés et différents membres de l'extrême droite fanatique israélienne, ils ont très clairement ça pour objectif et ils ne se cachent plus. Mais vous avez aussi une deuxième technique qui considère que la technique secondaire, c'est de mentir. Mentir. On sait bien, et c'est un lieu commun de le dire, que dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Et c'est très dur. Il y a des guerres de propagande et des guerres d'image des deux côtés, chacun participe, parce qu'il ne faut pas faire semblant que les acteurs qui sont en guerre ne participent pas avec des visions stratégiques eux-mêmes de la façon dont ils poursuivent leurs actions. Donc c'est terrible, mais la question, encore une fois, c'est, en France, tenez le drapeau. Ne lâchez rien contre la lutte, dans la lutte contre la guerre qui est menée à Gaza. Et bien entendu, on ne lâchera rien. Et on est les premiers, je pense, dans le camp social à gauche, à lutter contre les formes d'antisémitisme. Qui soutient aujourd'hui le droit d'Israël à massacrer les Palestiniens? Je l'ai vu encore il y a 2 jours, c'est Zemmour sur un plateau, qui explique que c'est normal de le faire. Mais ce même Zemmour qui explique que Pétain a sauvé les Juifs en France. C'est une honte. C'est une honte. Mais l'association ne semble pas faire pâlir les gens qui viennent mener des campagnes macartistes au sein de la gauche française. C'est dégueulasse et c'est un traitement qui révèle que lorsqu'on soutient une injustice, on ne peut pas avoir les gens avec nous. Donc on peut les avoir qui se taisent parce qu'on les réprime. C'est ça la réalité. On va aller un peu dans le détail des réactions françaises et de la diplomatie internationale. On va faire entendre un magnéto de Dominique de Villepin qui... finalement, a exprimé sur France Inter la position historique de la France. Que le droit à la légitime défense n'est pas un droit à une vengeance indiscriminée. De se souvenir qu'il n'y a pas de responsabilité collective pour un peuple, pour les crimes commis par quelques-uns. Faisons en sorte qu'émerge une autorité palestinienne qui soit représentative et capable de mener des négociations. Et de ce point de vue-là, Israël a une responsabilité, car il a tout fait pour diviser, pour marginaliser l'autorité palestinienne. Mahmoud Barghouti, il est en prison depuis des années et il aurait pu être un des chefs alternatifs, sans doute mieux que beaucoup d'autres. Donc, de ce point de vue, il faut faire émerger des responsables capables de porter un processus de paix. Et nous voyons bien que la solution à 2 États, c'est pas seulement une solution politique qui est la seule aujourd'hui, mais c'est aussi en termes de sécurité la meilleure garantie que pourrait avoir Israël. Car avoir un État constitué à côté de soi, ça vaut mieux que d'avoir un pullulement d'organisations terroristes, un chaudron mortifère qui vous menace à chaque instant. Et c'est ça qui a été rappelé aux Israéliens. Ils savent désormais, ça fait partie du traumatisme pour Israël, ils savent désormais que tout ce qu'on leur a dit sur une barrière technologique qui allait assurer une sécurité formidable, sur un contrôle militaire qui allait permettre à l'armée, quoi qu'il arrive, d'assurer leur protection, il y a un sentiment que le pacte israélien de sécurité a été rompu. Alors, je suis de nouveau sur le plateau avec Taoufik Tahani, notre chroniqueur Paul Hellec a dû quitter le plateau, mais nous continuons à évoquer les questions diplomatiques et de géopolitique avec vous, Taoufik Tahani. Dominique de Villepin est un des derniers héritiers de cette tradition gaulliste qui se veut pro-arabe. Bon, elle a été quand même néocoloniale et de manière violente en Afrique, mais bon, et sa parole nous rappelle que la France n'a pas toujours eu la position qu'elle a maintenant et qui s'incarne fortement dans les propos de Catherine Colonna qui était ce week-end à Tel Aviv. La situation est difficile, elle est préoccupante, elle est grave. Et donc il est important dans ces circonstances de commencer par le commencement et de redire qu'Israël a le droit de se défendre face à la monstruosité du Hamas et au danger qu'il représente. Sa réponse doit être ferme, elle doit être juste, elle doit être forte
elle sera forte si elle est juste. Et elle sera juste si elle est conforme au droit international et en particulier au droit international humanitaire et préserve les populations civiles. Israël est une grande démocratie, c'est la marque des démocraties, le droit. Donc à Gaza comme ailleurs, le président Macron le rappelait hier soir, comme ailleurs, le droit humanitaire doit être respecté. De manière urgente, j'ajoute qu'il est important que les Nations Unies puissent faire entrer de la nourriture, des biens de première nécessité aux populations déplacées dans le sud de la bande de Gaza qui en ont besoin et qui manquent de tout. Alors, Taoufik Tani, vous êtes universitaire, président d'honneur de l'association France-Palestine Solidarité. Une réaction à ces propos, en tout cas au contraste des propos entre l'ancien chef de la diplomatie française et la nouvelle? Oui, en fait, Dominique de Villepin n'était pas pro-arabe, mais il avait toujours des références, il l'approuvait même maintenant, des références au droit international. Catherine Colonna... Par facilité, on a parlé de politique pro-arabe de la France. Oui. Par contraste oui, aussi avec... Ça, c'est ce que, bon, on reprochait aux gaullistes d'avoir eu une politique pro-arabe. Je ne pense pas qu'il y avait une politique pro-arabe, mais il y avait une politique, on peut dire, un petit peu équilibrée, de la part jusqu'à Chirac et tout, etc. On se rappelle de sa visite, par exemple, à Jérusalem. Dominique de Villepin, il a toujours il s'est toujours référé au droit international, y compris dans le cadre de la guerre du Golfe. Là maintenant, nous avons des gens qui n'ont pas honte de répéter vraiment des choses, mais absolument scandaleuses. Quand elle parle, la réponse israélienne doit être forte et juste. Et elle va être juste parce que forte, et forte parce que juste, en respectant le droit humanitaire, mais on voit bien que le droit humanitaire n'est pas respecté. Sauf s'ils pensent que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'atteinte aux civils israéliens. Est-ce qu'ils n'ont pas les statistiques que nous avons? Est-ce qu'ils ne regardent pas les mêmes chaînes d'information que nous regardons? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi bien informés que nous sommes informés? Donc ça, c'est un double discours pour une raison très simple. C'est que ce qu'on appelle les démocraties occidentales, l'Occident d'une façon générale, il a décidé d'accompagner Israël dans son massacre des Palestiniens jusqu'au bout. Et par rapport, par exemple, en 2014, premier discours de François Hollande quand il y avait les bombardements de Gaza, d'affreux bombardements, mais c'était des petits joueurs par rapport à maintenant. Première déclaration, il a dit Israël a le droit de se défendre. 2 ou 3 jours après, il a changé. Il a dit non, ça y est, arrêt des bombardements et puis aide humanitaire, ouverture d'un couloir. Là maintenant, nous sommes au 10e jour et aucun ministre, ni la première ministre, ni le président de la République ne parle de cessez-le-feu. Le mot cessez-le-feu, on ne l'a pas entendu ni dans la bouche des Américains, ni dans la bouche des Français, ni dans ceux de l'Union européenne, à part quelques pays comme maintenant ça commence en Espagne et un peu en Irlande et tout ça. Mais en tout cas pas la France. Et la France, elle jouait un rôle important il y a longtemps. Là maintenant, la France, elle est complètement alignée sur les positions israéliennes, mais complètement alignée sur les positions israéliennes. Je me rappelle quand il y avait le discours... Encore plus alignée que les États-Unis? C'est-à-dire, les États-Unis, au moins, ils jouent un rôle. Les Français, ils sont suivis sans aucun rôle. C'est ça le problème, c'est que le point fort de la diplomatie française d'avant, c'était qu'elle s'attachait au droit et puis elle pouvait être celle qui fédérait un peu tous les pays qui réclamaient que justice soit faite ou le droit soit respecté. Là maintenant, elle ne joue plus. Donc elle s'est complètement effacée au profit de l'extrême droite israélienne. Et puis elle suit d'une façon ignoble l'option américaine. Avec elle mène toute l'Union européenne. Imaginez par exemple Catherine Colonna qui fait un discours à l'Assemblée nationale. Et il le finit par Israël, c'est une grande démocratie, c'est nos amis, ce sont, etc. Nous les soutenons. Et il finit par nous apportant notre soutien inconditionnel à Israël. Et puis on voit l'Assemblée nationale qui, pratiquement tout le monde, heureusement, il y avait quelques députés qui ne se sont pas levés, mais même dans les rangs de la gauche, il y avait des gens qui se sont levés, ils ont applaudi fortement. Soutien inconditionnel à Israël. On ne peut pas parler de soutien inconditionnel quand on sait qu'il
il va y avoir un massacre. Or, c'est ça, maintenant, la position de la France, de son Assemblée nationale, de sa diplomatie, du président de la République, c'est accompagnant ce génocide. Il y a une thématique qui est assez évoquée dans les médias, celle de l'importation du conflit dans les sociétés occidentales, en France notamment. Le paroxysme douloureux de cette logique étant l'assassinat aux États-Unis, dans l'Illinois, d'un enfant de 6 ans dont les parents sont palestiniens et de confession musulmane, un enfant qui a été tué à son domicile par un Américain de 71 ans qui lui a asséné quand même 15 coups de couteau. Et sa mère a été grièvement blessée. En France, plus d'une centaine d'actes antisémites, tags, insultes à la communauté juive, avaient été recensés selon une déclaration de Gérald Darmanin faite le 12 octobre. Jusqu'où ira la logique de confrontation dans les sociétés occidentales liée à cette guerre? Parce qu'elle existe dans d'autres pays. On a vu en Angleterre, enfin, vous en avez parlé, dans plusieurs pays, il y a eu des manifestations monstres. Est-ce que ce danger, en fait, d'irradiation de notre société, peut-être, c'est ce qui paralyse un certain nombre de diplomaties? Vous savez, ça fait partie de l'exception française, cette question de l'importation du conflit. On l'entend nulle part ailleurs. Et partout, il y a des communautés juives, musulmanes, tout. Et puis, ça sous-entend un truc qui est horrible. C'est que le fait palestinien, ça concerne uniquement les communautés juives et puis musulmanes. Non, il s'agit d'un problème politique, ce n'est pas un problème religieux. Tout le monde s'intéresse à la question palestinienne. Tout le monde s'intéresse à ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh ou bien à ce qui se passe en Ukraine. Pourquoi dans ces cas-là, dans le cas de l'Ukraine et puis du Haut-Karabakh ou bien ce qui s'est passé en Afrique et tout, etc., on ne parle pas d'importation du conflit, alors qu'en France, nous avons des gens qui sont concernés par ces conflits, directement ou indirectement. Donc ça, c'est une phrase qui participe justement à l'instauration de ce mensonge qui veut priver les citoyens palestiniens qui militent pour le droit, pour une paix juste entre Palestiniens et Israéliens, de manifester. Puis après, il y a le lot de mensonges qui va avec. C'est ce que disait Dupond-Moretti quand il parle on a entendu juif assassin, mort aux juifs. Ce qui n'a jamais été dit dans aucune des manifestations qui ont eu lieu, parce qu'il y a eu quand même quelques manifestations, même si elles étaient interdites, mais les gens y sont allés parce qu'ils tiennent à leur liberté d'expression. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de propos graves, je peux vous dire également, qui ont été mis qui ont tourné. Oui, il faut les punir. Des dérapages graves visant. Alors là, allez sur. Pas en France. Allez même sur mon compte Twitter et vous allez voir sous les commentaires à chaque fois que je poste quelque chose sur Gaza, c'est les Gazaouis, il faut les effacer. Leur place est dans la mort et tout, etc. Et c'est des petits commentaires comme ça et tout, etc. qu'on trouve des deux côtés. Il n'y a pas de. Je donne quelque chose pour répondre vraiment à cette supercherie qui accompagne l'interdiction de ces manifestations. En 2014, au début, ils avaient interdit quelques manifestations. Puis après, on a vraiment bien insisté, bien travaillé, mobilisé, et on a pu organiser, et ça c'est de l'aveu même de Bernard Cazeneuve, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, presque 500 manifestations dans la France entière. 500. Il y avait 5 qui étaient interdites, et les seules où il y avait des violences, c'est les 5 qui étaient interdites. Et là aussi, Bernard Cazeneuve, il l'avait rappelé. Il l'avait rappelé, et d'ailleurs, il avait ajouté une phrase qui a provoqué les foudres du CRIF à l'époque. Et il a dit c'est une cause noble pour laquelle beaucoup de gens manifestent. Moi-même, j'ai manifesté pour cette cause. Et si je n'étais pas ministre, j'aurais manifesté pour la Palestine. Donc, qu'est-ce qui a changé entre 2014 et maintenant? C'est la philosophie du gouvernement, uniquement. C'est parce que nous avons maintenant un gouvernement, et je le dis et je mesure mes mots, dans une grande partie, elle est à la course d'un racisme nauséabond avec le Front National et avec Reconquête. Et donc, ils essayent de faire croire que c'est une question qui concerne que les Arabes et les musulmans. Et donc, on va taper sur les Arabes et les musulmans, on va les priver de ce droit à l'expression.
parce que ça pourrait peut-être nous apporter des voix. En gros, le gouvernement actuel, il est gangréné par le racisme. En gros, c'est ce gouvernement qui importe cette problématique, si on veut utiliser ces termes, à des buts de politique intérieure. Exactement. Et d'ailleurs, nous avons vu même, regardez la polémique qui a commencé dès le départ, et puis en stigmatisant une des formations politiques de la gauche, de la NUPES, c'est sur la question de, oui, mais il n'a pas parlé d'organisation terroriste. Est-ce que c'est évidemment du terrorisme? Si on ne dit pas terroriste, on dit... Alors que personne n'a justifié l'action du Hamas. Et ces mêmes personnes qui étaient visées, ils ont parlé de crimes de guerre commis par le Hamas. Je parle de cette formation sur la cité, c'est la seule qui avait une position qui collait au droit international. Le terrorisme n'a pas de définition juridique qui colle au droit international au niveau international. Ce qui est Mandela, par exemple, et ça je ne justifie pas pour le Hamas, ils ont commis un crime de guerre. Mandela, il était considéré comme terroriste. Aux États-Unis, même après les élections, il était devenu déjà président de l'Afrique du Sud. Il était encore sur la liste des personnes terroristes dans le fichier américain. Le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien, ils étaient considérés par des terroristes par le gouvernement et l'armée française pendant l'occupation de l'Algérie. Donc, c'est pour ça qu'il y a une difficulté. C'est un mot idéologique. Il y a une difficulté à définir ce mot. Par contre, le crime de guerre, voire crime contre l'humanité, il est bien défini par le droit international. Et d'ailleurs, je rappelle, pourquoi ils ne veulent pas l'utilisation de crimes de guerre? Pourquoi même Israël ne veut pas l'utiliser? Ou bien ici en France, ceux qui sont hystériques dans ce sens. D'abord, parce que quand ils parlent de le terrorisme, il faut l'éradiquer. Ils parlent d'éradication, ils ne parlent pas de neutralisation, quelque chose comme ça, c'est l'éradication. L'éradication avec, s'il y a quelques écarts, s'il y a quelques massacres et tout, etc., il n'y a pas de problème. Parce que de l'autre côté, oui, des dégâts collatéraux, comme ça a été dit. Parce que Israël, c'est une démocratie, donc elle a le droit de se tromper. Mais on évite de parler de crimes de guerre parce qu'en mars 2021, il y a la Cour pénale internationale qui avait déjà ouvert une enquête sur les crimes de guerre commis par Israël et les groupes armés palestiniens. C'est-à-dire que le Hamas, il est visé également par une enquête de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre lors des précédents combats à cause de des roquettes qui sont envoyées sur Israël indiscernement. Mais ils ne veulent pas utiliser ce mot parce qu'il ne va pas concerner que les groupes armés palestiniens, mais il concerne également Israël. Parce que cette enquête, elle a été ouverte, mais elle n'avance pas parce qu'il y a des pressions énormes de la part des pays européens, même ceux qui sont membres de la Cour pénale internationale, ou bien des États-Unis qui n'est pas membre, mais qui, à coup de menaces et tout, etc., veut empêcher toute une enquête sérieuse sur les crimes précédents israéliens et sur celui-là, bien évidemment. Je voudrais qu'on évoque désormais ce qu'on pourrait considérer comme une mise à jour de la géopolitique mondiale suite à ce qui se passe en Israël-Palestine. Qui soutient qui, pourquoi et avec quelles conséquences? Vladimir Poutine s'inquiète d'une possible opération terrestre de grande échelle des Israéliens contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le président russe, en visite au Kirghizstan depuis jeudi, a mis en garde contre les possibles conséquences sur la population civile. Совсем уже, если сказать так, полупрофессионально на использование тяжелой техники в жилых районах. Это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. Ну и самое главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Там же почти 2 миллиона человек живет. La racine de ce problème réside dans le long retard dans la réalisation de l'aspiration de la Palestine à établir un État indépendant et dans le fait que l'injustice historique subie par le peuple palestinien n'a pas été corrigée. Israël a le droit d'avoir un État et la Palestine a également le droit d'avoir un État. Les Israéliens ont reçu une garantie de survie. Mais qui se préoccupera de la survie des Palestiniens? La nation israélienne n'est plus déplacée dans le monde. Quand la nation palestinienne pourra-t-elle retourner dans son pays d'origine?
Alors, Tawfik Taoni, on a diffusé des extraits qui mettent en avant la position russe et la position chinoise, parce que ce sont des grandes puissances, ce sont les pays phares des BRICS. On voit que le Brésil a une position également similaire dans le cadre de la guerre en Ukraine et aussi d'une sorte d'affrontement larvé entre l'Occident et les autres. Est-ce que la Palestine ne devient pas une sorte d'arène symbolique pour les grandes puissances? Est-ce qu'on peut s'attendre à une plus forte réactivité de la Chine et de la Russie, des pays émergents? Écoutez, jusqu'à maintenant, de toute façon, il n'y a pas de soutien à Palestine, aux Palestiniens ou à Gaza de la part ni de la Chine ni de l'URSS. Ça, ils évoquent des positions comme ça. Et d'ailleurs, j'ai bien écouté le représentant de la Chine qui rappelle un peu des paramètres du droit international et puis des paramètres de la paix telle qu'elle a été universellement reconnue sur la question de la solution à 2 États. Chose de laquelle les Occidentaux, qui étaient les initiateurs de cette solution à 2 États, ils s'écartent de plus en plus. On ne parle plus des droits du peuple palestinien, on parle du droit à Israël de massacrer la population. Par contre, la chose qui maintenant, j'allais dire, réjouit un petit peu les Palestiniens, c'est tout ce qui s'est passé hier dans les manifestations, notamment dans les pays arabes. On a vu une manifestation d'1 million de personnes à Rabat, par exemple, au Maroc, qui est un pays qui a normalisé ses relations avec Israël, où il y a maintenant un silence absolu des autorités. Ils ne défendent plus cette normalisation, même si elle continue. Et dans tous les pays, pratiquement dans tous les pays arabes, dans tous les pays du tiers-monde, mais également en Occident, sauf en France, il y avait des manifestations un peu partout. Et c'est ça ce qui peut-être faire pression sur les différents gouvernements pour qu'ils mettent un rééquilibrage et qu'ils mettent fin à cette boucherie. Parce que les Russes ne sont pas présents là-bas. Ils n'apportent aucun soutien aux Palestiniens. Les Chinois non plus. Mais quelque part, ce qui les intéresse, c'est peut-être... Mais par contre, ils se réjouissent. Je pense que Poutine, maintenant, se réjouit du fait que l'Occident, il est embourbé dans cette boucherie. Et puis, là, maintenant, je le vois, il s'amuse en parlant de 2 poids, 2 mesures quand il évoque les positions entre leur position entre l'Ukraine, où là, on a entendu Macron parler de... C'est un crime de guerre, la destruction de l'infrastructure, et puis affamer les civils et tout, etc. en Ukraine. Pourquoi il ne dit pas la même chose pour la Palestine? Donc ces contradictions qui sont pointées par Poutine montrent qu'il y a une... Poutine, il règle ses comptes. Il y a une dimension opportuniste dans le jeu international. Bon, ça, c'est des jeux de posture. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, disons, d'embrasement régional, notamment avec l'Iran? Est-ce que les pays du Golfe, par peur d'être dépassés, vont mettre en place des logiques de sanctions économiques contre un certain nombre de pays dans le monde, ou alors ils vont continuer leur normalisation avec Israël? Est-ce que quelque chose peut changer? Est-ce que quelque chose peut s'aggraver d'un point de vue régional? On a vu qu'il y a quand même eu quelques frappes au Liban. Pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas jusqu'où les Israéliens ils sont prêts, ils sont capables d'aller. C'est vraiment, il y a le flou. On ne sait pas si vraiment les Occidentaux ils vont se réveiller et puis dire non, mais attendez, mais ils sont allés vraiment trop loin, donc il faut vraiment qu'on fasse des pressions pour qu'ils s'arrêtent. Et là, la question, elle restera entière. Et puis on espère qu'après, il va y avoir la diplomatie qui prendra sa place. Pour le moment, politiquement, Israël, je crois que de toute façon, elle a perdu la partie. La normalisation qui était en marche avec les pays arabes, elle est stoppée maintenant. L'Arabie Saoudite, elle a officiellement... C'est aussi le calcul du Hamas. Je ne pense pas, pour une raison très simple. C'est que maintenant, les informations qui parviennent, c'est que le Hamas, il prépare cette opération depuis plus d'1 an. Il n'y avait pas encore de discussion de normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Non, ce qui a été fait, et puis pourquoi ils ont trouvé beaucoup de gens pour participer à cette opération, pourquoi le Hamas a trouvé beaucoup de gens pour participer à cette opération, c'est la politique israélienne, c'est le blocus, c'est 17 années de blocus. La frustration. C'est cette frustration qui fait que les gens, ils étaient prêts à mourir à condition qu'ils fassent prêts à tuer l'opération. Prêts à tuer. Et ils ont tué, ils ont commis des massacres.
Il y a peut-être, je ne sais pas, je ne crois pas tout ce que les Israéliens disent, mais nous savons bien sûr qu'il y a eu des massacres. Nous avons par exemple entendu un grand journaliste américain qui a maintenant fait un post où il a interviewé une des femmes qui était prise en otage dans un kibbutz en Israël, et puis elle a réussi à se sauver. Et il a dit, c'est l'armée israélienne, quand elle est venue, il y a eu l'échange de tirs, et puis ils ont tiré dans le tas. Donc, il y a eu des morts qui ont été également des dégâts collatéraux. La fameuse expression. Donc, il y a des informations qui arrivent on ne sait pas, il faut les prendre avec des... Mais ce qui s'est passé, c'est un crime de guerre, ça c'est incontestablement un crime de guerre. Ce qui se passe à Gaza, c'est un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité. Et ce n'est pas la première fois qu'Israël le commet. Merci à vous, Taoufik Tahani. Merci à Paul Hellec aussi, qui a dû partir avant la fin de l'émission, d'être venu éclairer nos lanternes. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir regardé cette édition spéciale en direct. Je rappelle que le média va élargir ses modes de diffusion et être diffusé à la télévision dès ce 20 octobre, qui sera également le jour de notre rentrée, le début de la saison 7. Pour pouvoir porter une programmation ambitieuse dans ce cadre, le média a créé une cagnotte sur la plateforme KissKissBankBank. Abondez-la si vous pouvez pour nous donner de la force. Quant à moi, je vous dis merci et à plus.